Bonjour, alors moi aujourd'hui, mon coup de cœur de la semaine, c'est Opération Copperhead chez Dargo. C'est signé de Jean Aramba. Du coup, c'est vraiment un super coup de cœur. L'Opération Copperhead, je ne sais pas si ça vous parle, est-ce que vous avez des petites notions d'histoire ou des bonnes notions d'histoire? On est sur la Seconde Guerre mondiale. On suit deux acteurs, des acteurs qui sont un petit peu connus, qui ont joué notamment dans des James Bond. Un David Niven, par exemple, je ne sais pas si ça vous parle, un homme très british. Il a tourné dans des adaptations d'Agatha Christie et d'Hercule Poirot, avec un compère. Donc on les découvre au départ au moment où ils sont en train de retourner, c'est quelques années après la guerre, ils retournent Mort sur le Nil de Agatha Christie. C'est un tournage qui se passe très bien et là ils vont se remémorer ces folles années où ils ont monté l'opération Copperhead. Ils sont engagés dans l'armée durant la Seconde Guerre mondiale. Et puis à ce moment-là, ils vont être appelés en disant qu'on a besoin de propagande, on a besoin de remotiver les troupes. Donc il y a le cinéma anglais avec les studios Pennywood. On parle des studios Pennywood dedans qui vont après accueillir les James Bond et les Star Wars qu'on connaît. Ces studios, en fait, ils vont accueillir des films de propagande avec à la tête David Niven, qui est l'acteur le plus connu qui s'est enrôlé dans l'armée pour l'occasion, et à qui on va demander de mener une opération secrète. Pour ça, il faut qu'il engage un type qui ressemble à un sosie du colonel Monty, sauf que l'acteur, le pseudo-acteur qu'ils vont trouver est un alcoolique notoire, autant vous dire qu'il ne va pas être facile à gérer et il adore fréquenter les bordels. On est dans une histoire avec un ton très humoristique, c'est plein de flashbacks et en même temps on vous met aussi des petits textes par moments qui vous rappellent la bio de chaque personnage, vous rappelant qu'on est dans une histoire vraie. Et il y a une petite introduction que je vous lis parce que je trouve qu'elle est tout à fait pertinente. Dans les pages qui suivent, tout n'est pas entièrement vrai, mais tout n'est pas entièrement faux. Voilà, ça vous donne le ton, c'est drôle et c'est très efficace. Alors moi, mon coup de cœur cette semaine, c'est La Forêt millénaire de Jiro Taniguchi, sorti aux éditions Rue de Sèvres, qui est le premier tome du coup et le dernier, puisque malheureusement Jiro Taniguchi nous a quittés en début d'année, d'une série qui était éditée du coup spécialement pour le marché français et spécialement conçue justement avec Rue de Sèvres. On y suit un jeune héros qui, après avoir quitté Tokyo, se retrouve installé chez ses grands-parents dans la campagne japonaise, où il y a eu un tremblement de terre, et de ce tremblement de terre est née une nouvelle forêt, une forêt dans laquelle on va découvrir des animaux un peu fantastiques et justement qui rappellent un peu les designs de Ghibli. Et on sent vraiment une vraie volonté de la part de Taniguchi de questionner le lecteur sur son rapport à la nature, sur la place justement de la jeunesse, et notamment la jeunesse japonaise, vis-à-vis de l'expansion qu'a connue la société japonaise. Et on va suivre du coup ce jeune garçon très rapidement, très succinctement, puisque il y a malheureusement qu'une quinzaine de pages, je crois, ou une vingtaine de pages peut-être de la bande dessinée. Et le reste de l'album est constitué de carnets graphiques et surtout d'interviews de son éditeur japonais et de sa représentante et agente française qui l'accompagnait sur justement ses dernières tournées. C'est un peu particulier puisqu'on sent que potentiellement ça pouvait être vraiment l'œuvre, la très grande œuvre de Taniguchi. Ça devait être une série entre 4 et 5 tomes, en format italienne, donc ce qui change énormément pour un auteur japonais. C'est vraiment frustrant, mais en même temps c'est très très bon puisqu'on y voit toute la maturité en fait de l'auteur, tout ce qu'il a digéré au fur et à mesure de sa carrière, puisqu'il a une carrière très vaste. Il a une carrière qui a tapé dans les polars, qui a tapé dans le fantastique. Il a travaillé avec Moebius. Il a toujours été à la frontière entre la bande dessinée et le manga. Et c'est vraiment, je pense, la série qui aurait pu être au paroxysme de tout ça. Donc c'est un peu frustrant pour ça, mais en même temps c'est tellement bon. Et c'est une très belle lettre d'adieu un peu pour les lecteurs, je trouve, puisqu'on touche un peu la grâce du bout des doigts avant de s'en tirer. Donc c'est vraiment un gros conseil, un gros coup de cœur pour cette semaine. Pour ce coup de cœur de la semaine, je vous invite à aller du côté de la Chine avec Vers l'Ouest, tome 1, sorti chez Urban China. C'est un récit qui est écrit par Zheng Jian et dessiné par Deng Zihui, qui vous propose un récit d'aventure et d'action dans un univers onirique peuplé de démons et de dragons. Alors le héros principal, c'est un démon qui s'appelle Loup Blanc, qui au fil des années après un accident, a été recueilli par la tribu des dragons. Et il va avoir une évolution en fait qui va le tendre à avoir une apparence humaine. Et ce loup blanc va être pris dans un conflit qui oppose les dragons
à l'armée du ciel qui veut s'emparer d'une relique qui dote son possesseur d'une puissance incommensurable. Et donc Loup Blanc va être pris dans ce conflit, va vouloir défendre cette flamme sacrée et au fur et à mesure des aventures va être entraîné à aller entreprendre un voyage justement vers l'ouest. Je n'en dis pas plus, il faut découvrir ce récit. Moi je découvre totalement en fait cet univers et ce label. Donc c'est un manhwa, c'est la bande dessinée chinoise et ben, c'est juste hyper prenant parce que c'est un récit donc, qui brasse mythe et folklore chinois. Donc on se plaît à découvrir ça, puis on retrouve des influences qu'on a pu voir dans d'autres œuvres qui nous viennent de l'Asie. Et surtout parce que c'est dessiné de façon absolument fantastique. Il faut savoir aussi que tout l'ouvrage est en couleur, ce qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir avec les mangas du Japon ou même les manhwas coréens. Et du coup, ça rend très très bien. J'ai été vraiment conquis par un trait qui est ultra léché, très détaillé, une action qui est dynamique. Ça manque peut-être un peu de décor, mais il n'y a pas besoin vu que c'est rempli de toute façon de couleurs dans tous les sens. Donc un mélange visuel détonnant et pour une aventure du coup qui est dans la plus pure tradition par contre d'une grande épopée en devenir. C'est sorti au début du mois de septembre et le deuxième tome arrive déjà le mois prochain, donc je vous invite fortement à commencer ce voyage vers l'ouest avec ce premier tome. Salut tout le monde, alors pour ma part je vais vous parler de Rentre dans le moule chez Shampoing par Le Silver. Alors de quoi ça parle en fait? C'est une BD autobiographique, donc ça raconte l'histoire de l'auteur tout simplement, qui raconte le début de sa carrière. Donc en fait, il va nous expliquer comment, après avoir fait une école d'ingé, il va se retrouver à faire un boulot qu'il n'aime pas pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc le récit, il a deux temps. Il y a le temps présent, où il est du coup avec sa femme qui est enceinte. Et le second temps, c'est des flashbacks. Donc dans ces flashbacks, on va le retrouver dans son école d'ingé, une école très particulière, où il doit suivre des traditions dans lesquelles il ne se reconnaît pas du tout. Cette école, c'est l'école des arts et métiers et en fait, ces passages-là, ça a vraiment été mes préférés parce qu'il décrit les traditions vraiment en détail. Du coup, on va voir les uniformes qu'ils sont censés porter, les mots qu'ils sont censés dire, les activités auxquelles ils sont censés participer. Et du coup, en fait, il y a un parallèle entre ces deux temps parce que dans les deux situations, on lui demande de se conformer à un modèle dans lequel il ne se reconnaît pas du tout. Et à travers cette BD, en fait, il va se questionner sur comment on fait pour se conformer au système. Est-ce qu'on doit vraiment se conformer au système? Alors, dit comme ça a l'air un peu déprimant, et étonnamment, c'est plutôt drôle. Moi, j'ai beaucoup rigolé. Et puis, comme je vous dis, c'est vraiment tous les moments à l'école d'ingé qui m'ont passionnée parce que j'ai zéro connaissance de cet univers. Donc voilà, Rentre dans le moule, c'est intéressant, c'est rigolo, et c'est chez Shampoing. Bien, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que sur les tirages papier des photos de son reportage, il y a une jeune femme un peu mystérieuse qui apparaît sur un grand nombre de celles-ci. La question c'est qui est-elle? Comment se fait-il qu'ils ne se souviennent pas de l'avoir rencontrée ni de l'avoir pris avec son objectif? Et du coup, toute une réflexion va se poser sur cette personne qui apparaît ponctuellement. L'auteur va nous amener dans le mutisme volontaire de ce personnage et grâce à lui, on va aller vers cette grande réflexion qui est que les grandes solitudes se trouvent également dans les grandes villes, là où tout le monde se côtoie et où finalement personne ne se parle. L'auteur va apporter dans les récitatifs, qui va permettre de faire cette voix off qui va nous être bien utile à comprendre cette histoire, va nous amener sur des pistes, certaines fausses, certaines extrêmement précises, et on va s'apercevoir que ceux qui vont penser ces récitatifs ne sont pas forcément ceux qu'on croit. On va plonger dans le reportage avec une mise en abîme, et ça rend cet album très intéressant, très riche, un peu étrange, mais extrêmement réjouissant et avec un regard intimiste qui est très pertinent. À suivre donc.